bulletin sur Fraternité FM. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information à la une de l'actualité. Ce vendredi, le 16 janvier 1977, le Bénin faisait face à l'une des agressions les plus violentes de son histoire contemporaine. Une agression impérialiste armée dirigée par le mercenaire Bob Denard qui visait à renverser le régime révolutionnaire d'alors dirigé par Mathieu Kérékou. 49 ans après, l'on se souvient de ce jour historique. Détail à suivre. Et pendant ce temps, les ménages des villes du Grand Nokoué vont recevoir les factures de redevances d'enlèvement des déchets pour le compte de l'année 2026. L'annonce a été faite par la Société de gestion des déchets de la salubrité SGDS à travers un communiqué. Selon le document, l'opération démarre le lundi prochain. À ces titres vont s'ajouter d'autres nouvelles, l'actualité africaine sportive. Bienvenue à chacun et à tous. 16 janvier 1977, 16 janvier 2026, il y a exactement 49 ans que le Bénin a été victime d'une agression impérialiste armée dirigée par le mercenaire Bob Denard. En effet, le dimanche 16 janvier 1977, au petit matin, un avion pirate de type DC-7 équipé d'un turbo-propulseur atterrit sans autorisation à l'aéroport de Cotonou. À son bord, d'un groupe de mercenaires drogués et armés jusqu'aux dents. Aussitôt atterris, ils attaquent avec rage la ville de Cotonou par des tirs nourris d'armes automatiques, de mortiers et de roquettes. Tous les centres névralgiques de la capitale économique ont fait les frais de cette agression sauvage. De toute évidence, les agresseurs mettaient à exécution un plan précis d'occupation de la ville avec pour objectif principal s'emparer du palais de la présidence de la République. Mais ils se sont heurtés aux premiers éléments des forces armées populaires. Ces derniers ont déclenché une riposte immédiate, intense et fortement soutenue dès lors. Au nom du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, le président Mathieu Kérékou lance un appel patriotique à la résistance populaire face à cette agression armée de reconquête coloniale. Retour sur un extrait des propos de Mathieu Kérékou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. L'échec de cette opération a consolidé le pouvoir de Mathieu Kérékou qui durcit la répression politique et accentua la radicalisation de son régime marxiste-léninisme, ce qui va conduire à la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Dans un monde où la connexion Internet est devenue un besoin essentiel, les espaces publics se transforment progressivement en lieu de partage numérique. À Parakou, comme dans plusieurs villes du pays, les Wi-Fi zones se multiplient, offrant aux populations un accès facile à Internet pour le travail, les études et la communication. Mais derrière cette opportunité se cache une réalité. Toutes les installations ne respectent pas les normes en vigueur. Face à cette situation, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP rappelle à l'ordre les promoteurs de Wi-Fi zone non autorisés et les invite à se conformer aux règles établies. Comment fonctionnent réellement ces Wi-Fi zones? Quels sont les enjeux pour les utilisateurs et les promoteurs? Éléments de réponse dans ce reportage signé Akila Stako. L'installation des zones Wi-Fi s'est largement répandue ces dernières années dans plusieurs villes du Bénin, offrant aux populations, notamment aux apprenants, un accès plus rapide à Internet. Toutefois, face à la multiplication de ces points d'accès, souvent installés sans autorisation, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP dessus le temps. Désormais, tout promoteur de zone Wi-Fi qui ne se conforme pas aux tests en vigueur s'expose à l'interdiction d'accès à son activité. Cette décision vise à assainir le secteur et à garantir aux usagers un service de qualité, sécurisé et conforme aux normes techniques et réglementaires. Sur le terrain, les avis des utilisateurs, en particulier des apprenants, sont largement favorables à l'existence des zones Wi-Fi. Pour beaucoup d'entre eux, ces espaces constituent une véritable opportunité d'apprentissage et d'accès à l'information.
Thierry, apprenant rencontré au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, témoigne. J'ai l'habitude d'utiliser le Wi-Fi zone. Comme je n'ai pas assez de moyens pour avoir un Wi-Fi chez moi et que j'ai parfois besoin de connexion pour faire des choses qui demandent beaucoup de connexion, donc je vais au Wi-Fi zone, souvent à moins de coûts. Du côté des promoteurs, la réglementation est perçue davantage comme une invitation à se mettre en règle que comme une sanction. Certains expliquent le fonctionnement de ces zones Wi-Fi qui reposent sur des équipements techniques permettant de couvrir un périmètre donné et d'offrir une connexion stable aux usagers. Justice Huntu, promoteur de zone Wi-Fi à Parakou, apporte des précisions. Le Wi-Fi Zone, en fait, c'est un réseau qui permet à plusieurs personnes de se connecter dans un champ défini. Ils peuvent se connecter à Internet, peuvent se connecter aux réseaux sociaux, peuvent y avoir accès et tout. Maintenant, comment se connecter à Wi-Fi Zone? Lorsque vous êtes dans la zone de la portée du Wi-Fi, il suffit simplement d'allumer d'abord votre Wi-Fi sur votre téléphone pour détecter le signal de Wi-Fi Zone. Et lorsque ce signal est détecté maintenant, vous essayez de vous connecter. Lorsque vous allez essayer de vous connecter, ça va vous demander un code, un identifiant. C'est là que vous avez deux options. Vous pouvez acheter la connexion directement en ligne ou bien aller dans le point, là où se trouve le point d'accès et acheter le billet physique. Sur la question du paiement, ce promoteur assure que les tarifs pratiqués sont volontairement abordables afin de permettre à un grand nombre de personnes, notamment les jeunes, d'accéder à Internet. Nous avons des tarifs journaliers, des tarifs hebdomadaires, des tarifs mensuels. Par exemple, moi, dans mon cas, pour 1 heure de connexion illimitée, ça vous fait 150 francs. 24 heures de connexion, ça vous fait 200 francs. Et pour 48 heures de connexion 2 jours, ça vous fait 300 francs. Pour 112, ça fait 500. La semaine, ça fait 1000 francs. Et le mois, ça fait 3000 francs. Avec cette nouvelle décision de l'ARCEPT, les promoteurs sont désormais appelés à se conformer strictement aux règles établies afin de poursuivre légalement leurs activités. Une mesure qui, tout en renforçant le cadre réglementaire, entend préserver les bénéfices des zones Wi-Fi au profit des populations. En plus bref, à présent, avant du passer aux nouvelles sportives, si vous résidez dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida, Porto-Novo et Semé-Podji, ceci vous concerne. La distribution des factures relatives à la redevance d'enlèvement des déchets au titre de l'année 2026 démarre le lundi 19 janvier prochain. Décision de la Société de gestion des déchets de la salubrité à travers un communiqué en date du 12 janvier signé de la Direction générale pour la réussite de l'opération. Des agents mandatés par la SGDS en collaboration avec les élus locaux passeront de porte en porte pour remettre les factures aux occupants des ménages. Ils pourront également collecter, si nécessaire, des informations complémentaires pour faciliter le bon suivi de cette opération. Peut-on lire dans la note. Place à la page sportive. Jacques Débé, bonjour. Bonjour à toi, Denis Djibril. Au football, le Maroc, grand favori pour organiser la CAN 2028. Oui, sur le point de clôturer la CAN 2025 avec le trophée en ligne de Mich dimanche lors de la finale contre le Sénégal. Eh bien, le Maroc est en ballottage favorable pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2028. En effet, et selon les indiscrétions, les discussions sont avancées dans ce sens au sein de la CAF, la Fédération africaine de football, la CAN 2028, s'arrivant très vite après celle de 2027 qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Aucune autre nation n'est susceptible d'être prête pour cette date. L'Égypte, qui dispose également d'infrastructures prêtes à l'emploi, n'est elle pas emballée, ajoute la même source. Le Maroc et ses stades modernes faisant l'unanimité apparaît ainsi comme la seule et unique solution de secours. La décision pourrait être annoncée ce vendredi en marge de la réunion du comité exécutif de la CAF prévue à Rabat. Pour rappel, la CAN 2028 marquera la transition vers une organisation tous les 4 ans. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, l'avait d'ailleurs lui-même annoncé la veille du match d'ouverture de la campagne actuelle, toujours à Rabat. Pour combler le vide, une Ligue des Nations inspirée du modèle européen se tiendra voilà, chaque année à partir de 2029. Mercato Guehi se rapproche de City. Le gros
beaucoup Marc Guéhi pour Manchester City en fin de contrat en juin prochain. Le défenseur central de Crystal Palace suscite les intérêts de plusieurs cadres européens comme le Bayern Munich, Liverpool ou encore Arsenal. Mais selon les informations du journaliste Fabrizio Romano ce vendredi, les Citizens sont très proches de remporter la mise sur le dossier de l'international anglais. En effet, sur les dernières heures, les Sky Blues ont réalisé une offensive agressive en proposant un bail important à l'ex-talent de Chelsea qui semble enclin à accepter cette offre pour récupérer Guéhi dès ce mois de janvier. City se montre désormais prêt à négocier avec Palace qui risque de réclamer un chèque important malgré la situation contractuelle du défenseur. Affaire à suivre. Merci à vous, Jacques Dégbé. C'était les informations sportives. On installe à présent Karine Djegui pour les nouvelles africaines. Karine Djegui, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Tunisie, pour démarrer, le patron de la centrale syndicale UGTT revient sur sa décision de démissionner. Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, est revenu sur sa démission annoncée en décembre dernier. Il a finalement repris ses fonctions. Ce jeudi 15 janvier, sa démission avait créé plusieurs problèmes à cause de son timing, juste avant la grève générale décrétée pour le 21 février, faute de dépôt d'un préavis de grève à temps. Elle a été finalement reportée à une date ultérieure. En République démocratique du Congo, l'épidémie de choléra au sud Kivu se répand selon l'ONU. Selon le bureau onusien, plus de 300 000 personnes ont été récemment déplacées dans cette zone, des populations obligées de vivre dans des conditions difficiles, ce qui favorise la propagation du choléra. Les humanitaires préviennent que la tendance ne devrait pas s'améliorer en 2026 avec la persistance des conflits et le désengagement de certains acteurs en raison des coupes budgétaires. Gambie, pour finir, on parle de l'ouverture du premier procès de membres des escadrons de la mort sous le règne de Yahya Jammeh. Le procès de Sana Madiang, ex-membre des escadrons de la mort qui ont sévi sous le règne de Yahya Jammeh, s'est ouvert ce jeudi à Banjul, une première en Gambie. Il avait été inculpé début décembre pour 2 autres meurtres devant la haute cour de Banjul. Il a plaidé non coupable. La prochaine audience du procès est prévue pour le 9 février prochain. Merci à vous, Karine Djegui, pour ce tour d'horizon de l'actualité africaine. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin de l'information, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à chacun et à tous.